Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 4 avril 2023. Thierry Pirlot, Sherpa One. Il n'y aura aucune guerre thermonucléaire. Scott Ritter vient de déclarer qu'une guerre nucléaire a 70% de chances de se produire. Mon analyse après la lecture de cet article est qu'on a 0 chance de voir une guerre thermonucléaire se produire. L'article est daté du 2 avril 2023 et le titre « Scott Ritter vient de déclarer qu'il donne 70% de chance à la guerre nucléaire. Le système main morte ». Scott Ritter vient donc de déclarer qu'il donne 70% de chance à la guerre nucléaire avec une destruction complète et totale de la vie sur Terre. Il n'y aura pas de destruction complète de la vie. Même les humains survivront probablement dans l'hémisphère sud, à tout le moins, mais oui, en ce moment, selon les politiques actuelles, la guerre nucléaire est la direction que prennent les choses. Les choix de la Russie, s'ils sont complètement encerclés, sont les suivants. Petit 1. Céder au chantage nucléaire et devenir un vassal de l'Occident. Il est probable que cela comporte également la balkanisation et la dénucléarisation. L'intention a été clairement énoncée à plusieurs reprises au cours de l'année dernière et auparavant aussi, bien que plus subtilement à l'époque. Petit 2. Avoir le système de main morte, périmètre, entièrement automatique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car il n'y aura pas de temps pour une réponse manuelle si les missiles sont positionnés juste à la frontière. Cela garantit essentiellement un lancement complet, même si c'est par erreur. À de nombreuses reprises dans le passé, cela a été évité parce qu'il y avait suffisamment de temps pour réagir et évaluer la situation en cas de fausses alarmes. Eh bien, il n'y aura plus un tel moment, à partir de maintenant. Petit 3. Première frappe préventive. Donc, si vous commencez, cela donne 65 à 70% de chances d'une guerre nucléaire à grande échelle. La main morte. 5 questions sur le système de riposte nucléaire russe. En cas d'attaque contre la Russie, le système peut projeter automatiquement des centaines d'armes nucléaires vers l'ennemi sans recevoir l'ordre d'un humain. Les forces militaires russes disposent de 700 vecteurs d'armes nucléaires, des bombardiers stratégiques, des sous-marins nucléaires et des silos de missiles balistiques intercontinentaux, missiles placés dans le sol, pour information. Cependant, peu de gens savent que certains d'entre eux peuvent opérer de manière autonome et frapper des cibles ennemies potentielles, même si l'ensemble du territoire du pays est détruit après une frappe nucléaire. Ce système est appelé main morte. Mais comment fonctionne-t-il ? Un missile stratégique Sputnik. Qu'est-ce que la main morte ?
Le système périmètre, surnommé aux États-Unis et en Europe main morte, est un système de contrôle automatique chargé de réaliser une frappe nucléaire de riposte. Pour le dire simplement, si le territoire de la Russie est dévasté après une attaque nucléaire, le système périmètre frappe automatiquement le territoire de l'ennemi avec ses propres missiles nucléaires. Pourquoi a-t-il été créé ? Lancement du missile balistique intercontinental RS-12M Topol, dénomination de l'OTAN SS-25, ministère russe de la Défense Spoutnik. Au lendemain de la guerre froide, le commandement militaire soviétique a compris qu'il suffit d'un seul missile nucléaire pour détruire un poste de commandement exploitant des installations nucléaires. Il était également clair que les moyens de guerre radioélectronique évolueraient et pourraient potentiellement bloquer les canaux de contrôle standards des forces nucléaires stratégiques. Pour cette raison, l'armée avait besoin d'un plan de sauvegarde fiable pour garantir une frappe de représailles au moyen de tous les missiles nucléaires intercontinentaux enterrés dans des silos. Comment fonctionne-t-il ? Pour accomplir cette tâche, les ingénieurs soviétiques ont décidé de créer un missile balistique intercontinental ICBM qui serait utilisé en tant que centre de commandement volant. Après son lancement, il actionnerait tous les autres silos de projectiles atomiques sur le territoire soviétique et les enverrait vers l'ennemi. Le nouveau missile serait placé dans un silo nouvellement construit pour résister à une frappe nucléaire directe avec des coordonnées de vol préinstallées et des signaux radio qu'il enverrait aux autres missiles pendant son vol. Comment a-t-il vu le jour ? Lancement depuis le cosmodrome de Baïkonour du missile balistique intercontinental SS-19, Stiletto Sergueï Kazakh Spoutnik. Un UR-100N, un missile balistique intercontinental baptisé SS-19 Stiletto par l'OTAN, a été choisi comme base pour la nouvelle arme. Spécialement à ces fins, les ingénieurs ont créé une nouvelle ogive dotée d'un puissant équipement de transmission radio. La construction a commencé au milieu des années 70 et à la fin de la décennie, le prototype a été soumis à des essais militaires. Les premiers tests ont montré que le missile était capable de parcourir 4500 km à une altitude de 4000 mètres et d'envoyer avec succès des signaux radio à d'autres sites pendant son vol. Pendant 5 ans, le commandement militaire a mené des tests de combat pour voir si la nouvelle arme était capable ou non d'ouvrir un véritable silo et d'envoyer le missile nucléaire le plus puissant du pays vers un point désigné. En novembre 1984, la fusée de commandement a été lancée depuis le RSS de Biélorussie et a réussi à transmettre une commande de lancement à un lanceur ensilé près de Baïkonour, au Kazakhstan. L'ICBM R-36M, qui a décollé du silo, selon la codification de l'OTAN SS-18 Satan, a atteint avec succès sa cible dans une zone spécifiée sur le site d'essai de Koura, au Kamtchatka, après que toutes les étapes aient été testées. Ainsi, la nouvelle arme s'est avérée capable de parcourir tout le territoire soviétique, tout en envoyant des commandes opérationnelles sur son chemin à d'autres missiles balistiques intercontinentaux. En 1985, le nouveau système a été adopté par l'armée et est encore utilisé à ce jour pour protéger le territoire russe. Le lancement du missile balistique intercontinental RS-28 Sarmat depuis le cosmodrome de Plesket, ministère russe de la Défense Spoutnik. À quoi ressemble la main morte aujourd'hui ? La main morte ne se compose pas seulement de missiles, mais aussi de radars situés le long des territoires de la Russie et de satellites qui recueillent les informations depuis l'espace. Il s'agit d'un système informatique complexe qui analyse en permanence un large éventail de paramètres, activité sismique, niveau de rayonnement, etc., et surveille les données des systèmes d'alerte aux missiles situés le long du territoire.
Le système a subi plusieurs modifications au fil de ses années d'exploitation. Tout d'abord, la Russie a intégré dans ses nouveaux moyens de renseignement radioélectronique des radars de classe Voronezh, capables de détecter des tirs de missiles jusqu'à 7000 km. Deuxièmement, les ingénieurs ont modifié son ogive pour le rendre capable de résister aux nouveaux moyens émergents de guerre électronique qui coupent les signaux radio, a déclaré Ivan Konavolov, directeur du développement de la Fondation pour la promotion des technologies du XXIe siècle. Selon lui, les missiles de la main morte sont en lice pour recevoir des blocs d'accélération de missiles hypersoniques. Ils lui permettront alors de voler à une vitesse de 5 à 7 km par seconde. Les nouveaux missiles seront déployés dans l'armée aux côtés des nouveaux ICBM de classe Sarmat. Ces derniers missiles seront livrés à l'armée au milieu des années 2020. Ainsi, la version hypersonique modifiée des missiles de la main morte apparaîtra à leur côté, a déclaré l'expert. Donc, il n'y aura aucune guerre thermonucléaire. Je serai plus optimiste que Scott Ritter. Premier point. La doctrine soviétique et russe est strictement défensive. Les Russes ne déclencheraient le feu nucléaire qu'en cas d'attaque ennemie, mettant en péril la survie de la nation. Comme l'a dit Poutine, à quoi bon imaginer un monde sans la Russie ? Scott Ritter a l'air d'occulter le fait que même si les USA et l'OTAN possèdent plus de vecteurs que la Russie, cette dernière a 10 ans d'avance sur toutes les armées du monde avec sa technologie MHD et ses missiles hypersoniques. Et les pontes décérébrées de l'OTAN le savent très bien. Échec et mat. Deuxième point. Quid de la Chine ? En réalité, elle est derrière Poutine. Elle ne déclenchera pas de frappe préventive vers les USA, sauf si ces derniers frappaient avant. Encore une fois, Scott Ritter occulte le fait que le total des vecteurs russes et chinois est supérieur à celui de l'Occident. Échec et mat, bis repetita. Troisième point. Quid de la Corée du Nord ? Le père de Kim Jong-un travaillait pour le Deep State US et développait sa puissance nucléaire non pas pour son pays, mais pour les globalistes démocrates, communistes et transhumanistes. En contrepartie, il laissait le dictateur tranquille. Ainsi, dans le plan, le Deep State ou complexe militaro-industriel américain disposait de son propre arsenal nucléaire sans devoir en référer au gouvernement américain, qu'il supplantait en secret. JFK nous mettait déjà en garde, il y a 60 ans de cela. Or, en 2017, lors de sa tournée mondiale, Trump a repris le contrôle de la Corée du Nord et fait de Kim Jong-un un nouveau partenaire de l'Alliance. Dès lors, celui-ci a mis fin à la soumission despotique de ses aïeux et a remis tout l'arsenal nucléaire à disposition de l'Alliance. D'ailleurs, les choses vont bien mieux en Corée du Nord, même si on vous laisse croire le contraire. Quatrième point. L'ennemi capable de déclencher l'irréparable serait donc l'Amérique ? Seulement elle ? Oui. Mais de quelle Amérique parle-t-on ? Celle de Biden ? Biden est un sosie qui ne commande rien, hormis pour les apparences la corporation de Washington DC, qui ne fait pas partie des USA. Biden n'a pas le doigt sur le bouton nucléaire et n'a jamais été autorisé à mettre un pied au Pentagone depuis son arrivée en poste en tant que président factice. Biden n'est qu'un pantin et un faire-valoir de l'Alliance pour le grand réveil. Alors, parlons-nous de l'Amérique de Trump ? Trump est l'allié de Poutine et va revenir prochainement d'une manière ou d'une autre. Mais le plus important à savoir est que, depuis l'attaque contre les États-Unis d'Amérique en octobre 2020 via la fraude aux élections dominion, c'est l'armée américaine qui dirige en sous-main le gouvernement des USA. Cette branche de l'armée US fait partie intégrante de l'Alliance, laquelle dirige actuellement toutes les opérations mondiales de nettoyage en concertation avec la Russie, la Chine et l'Inde. Leur ennemi commun est le Deep State international,
le Parti communiste chinois et les mondialistes, tous aussi hideux les uns que les autres. Il n'est aucunement question d'une quelconque destruction nucléaire. Plus à cette heure. C'est game over. Vous regardez un film, et à la fin, Dieu gagne. Cher Pawan.